Le 25 décembre 1013, un guerrier viking au visage sévère et à la barbe caractéristique est proclamé roi d'Angleterre. Son nom est Sweyn Forkbeard. 5 semaines seulement après avoir débarqué sur les côtes anglaises, ce roi danois vient d'accomplir ce que peu de conquérants ont réussi, briser un royaume entier sans livrer une seule bataille majeure. Alors que Guillaume le Conquérant aura besoin de la bataille d'Hastings et de plusieurs années de campagne sanglante pour contrôler l'Angleterre en 1066, Sweyn y parvient en quelques semaines, en 1013, par la seule force de sa réputation et de sa stratégie. Pourtant, son règne sur l'Angleterre ne durera que 5 semaines. Le 3 février 1014, il meurt brutalement à Gainsborough, mais ces 5 semaines changent le cours de l'histoire européenne. Son fils Knut deviendra l'un des plus puissants souverains d'Europe, fondateur d'un empire qui s'étendra sur l'Angleterre, le Danemark, la Norvège et des portions de la Suède. Sans Sweyn, sans sa conquête fulgurante, l'histoire de l'Europe du Nord aurait été radicalement différente. Comment un homme a-t-il pu conquérir l'un des royaumes les plus riches d'Europe en si peu de temps? Qu'est-ce qui a rendu cette victoire possible là où tant d'autres avaient échoué? Pour comprendre, il faut remonter aux origines de Sweyn, à une époque où le Danemark était en pleine mutation et où un fils ambitieux n'hésitait pas à se retourner contre son propre père pour s'emparer du pouvoir. Sweyn Haraldsson naît vers 960, fils de Harald Bluetooth, le roi qui a unifié le Danemark et imposé le christianisme à son peuple. Son surnom, Forkbeard, barbe fourchue, lui vient de sa longue barbe qu'il portait séparée en 2 pointes. Dans une époque où l'apparence symbolise le pouvoir, cette barbe distinctive devient sa marque de fabrique, un signe de sa puissance et de son autorité. Harald Bluetooth n'est pas n'importe quel père. C'est le roi qui a transformé le Danemark d'une collection de territoires païens en un royaume chrétien unifié. Il a construit des forteresses circulaires géométriquement parfaites, des ponts massifs et des remparts défensifs qui témoignent de son ambition de bâtisseur. Mais ce perfectionnisme devient un problème. Harald exige de ses sujets un travail forcé épuisant pour réaliser ses grands projets. Les paysans danois se plaignent de ces corvées interminables. Le peuple gronde. Sweyn grandit dans l'ombre d'un père autoritaire. Bien que baptisé chrétien, il garde un attachement secret aux anciennes traditions vikings. Son baptême lui vaut même un second prénom chrétien, Otto, en l'honneur de l'empereur germanique Otto Ier. Mais dans son cœur, Sweyn reste un viking dans l'âme. Les chroniques de l'époque rapportent que le peuple danois déteste Harald pour avoir imposé le christianisme, mais qu'ils aiment Sweyn précisément parce qu'il rejette cette nouvelle religion. Les historiens racontent que Sweyn devient chaque jour plus populaire auprès du peuple, ce qui attise la jalousie mortelle de son père. Harald ne cherche même pas à cacher son animosité. Il déclare ouvertement que son fils ne régnera jamais après lui. Cette hostilité paternelle pousse Sweyn vers l'inévitable. Autour de 986, il prend les armes contre son propre père. La rébellion est menée avec l'aide de Palnatoke, un chef légendaire des Jomsvikings, ces guerriers d'élite vikings réputés pour leur férocité. Sur le champ de bataille, père et fils s'affrontent. Harald, malgré son expérience, ne peut résister à l'assaut de Sweyn et de ses alliés. Vaincu, Harald s'enfuit. Blessé mortellement, il se réfugie à Jomsborg, un fort viking sur la côte balte, où il succombe à ses blessures en novembre 986 ou 987. Sweyn vient de commettre un parricide, un acte qui le hantera. Selon Adam de Brême, un chroniqueur allemand du XIe siècle, Dieu punit Sweyn pour avoir tué son père en le condamnant à 14 ans d'exil. Les sources racontent qu'il erre de pays en pays, rejeté partout où il cherche refuge, jusqu'à ce qu'il trouve asile en Écosse. Mais l'historicité de cet exil reste douteuse. D'autres documents montrent que Sweyn construit des églises au Danemark durant cette période, ce qui contredit l'idée d'un exil prolongé. Ce qui est certain, c'est que vers 995, Sweyn est fermement établi sur le trône danois. Son rival Éric le Victorieux, roi de Suède, meurt cette année-là. Sweyn épouse sa veuve, une femme puissante, connue dans les sagas comme Sigrid la Hautaine. Ce mariage scelle une alliance entre le Danemark et la Suède, faisant de Sweyn l'un des souverains les plus puissants de Scandinavie. Avec le Danemark sous contrôle et une alliance suédoise sécurisée, Sweyn tourne ses ambitions vers la Norvège. Mais un obstacle se dresse sur son chemin. Olaf Tryggvason, le roi de Norvège, un chrétien fervent qui s'est donné pour mission de convertir son royaume par la force. Olaf Tryggvason est un personnage fascinant et complexe.
Ancien viking devenu chrétien fanatique, il impose sa foi avec une brutalité qui lui crée de nombreux ennemis. Torture, exécution, menaces, tous les moyens sont bons pour convertir les païens norvégiens. Ces méthodes violentes suscitent une opposition féroce parmi les chefs norvégiens qui adhèrent encore aux anciennes croyances. Sweyn a des raisons personnelles de haïr Olaf. Selon les sagas, Olaf a demandé la main de Sigrid la Hautaine, l'ancienne reine de Suède, avant qu'elle n'épouse Sweyn. Mais Olaf pose une condition. Sigrid doit se convertir au christianisme. Quand elle refuse, Olaf, dans un accès de rage, la gifle avec un gant. Sigrid répond par une prophétie sinistre. Cette gifle pourrait bien causer ta mort. Elle épouse ensuite Sweyn, et selon les chroniques, elle pousse son nouveau mari à se venger. Mais il y a plus. Olaf Tryggvason a épousé Thyri, la propre sœur de Sweyn. Ce mariage s'est fait sans le consentement de Sweyn, qui refuse de payer la dot promise. Furieux, Olaf lance des raids contre le Danemark pour récupérer l'argent de la dot, déclenchant ainsi une escalade qui mènera à la guerre. Sweyn forge une alliance redoutable. Il s'allie avec Olof Skotkonung, le roi de Suède, fils de sa femme Sigrid, et avec Eirik Hakonarson, un puissant jarl norvégien, dont le père a été déposé par Olaf Tryggvason. Ces trois forces convergent pour tendre un piège mortel au roi norvégien. En septembre 999 ou 1000, la bataille de Svolder se déroule dans la mer Baltique. L'emplacement exact reste débattu entre historiens, certains plaçant la bataille près de l'île de Svolder, d'autres dans le détroit de l'Øresund. Ce qui est certain, c'est qu'Olaf Tryggvason tombe dans une embuscade magistralement orchestrée. Olaf rentre de Wendland, l'actuelle Pologne, avec seulement 11 navires. Il avait prévu de réunir une flotte plus imposante, mais impatient, il prend la mer sans attendre ses renforts. Un jarl nommé Sigvaldi, qui prétendait être son allié, le trahit et le guide directement vers le piège. Face à lui, plus de 70 navires de guerre danois, suédois et norvégiens rebelles se dressent. Le combat est désespéré dès le départ. Olaf commande depuis son navire amiral, le Long Serpent, le plus grand drakkar jamais construit selon les sagas, avec 34 bancs de rameurs. Mais même ce géant des mers ne peut résister à la marée de navires ennemis. Les chroniques racontent des scènes épiques. Einar Tambarskjellve, l'un des meilleurs archers d'Olaf, vise Eirik Hakonarson, mais rate sa cible. Une flèche ennemie brise son arc. Quand Olaf lui demande ce qui a fait ce bruit terrible, Einar répond « C'est la Norvège, sire, qui vient de glisser de vos mains. » Face à la défaite inévitable, Olaf Tryggvason choisit de sauter par-dessus bord en armure complète, plutôt que d'être capturé. Il disparaît dans les flots de la Baltique. Son corps ne sera jamais retrouvé, alimentant des légendes selon lesquelles il aurait survécu et se serait enfui à Byzance ou dans un ermitage. Mais la réalité est plus simple. Le roi norvégien est mort et ses ennemis se partagent son royaume. La Norvège est divisée en zones d'influence. Sweyn récupère le contrôle direct du Viken, la région autour d'Oslo, où l'influence danoise a toujours été forte. Olof de Suède reçoit 4 districts dans le Trøndelag ainsi que Møre, Romsdal et Ronrik. Le reste de la Norvège passe sous le contrôle d'Eirik Hakonarson, qui gouverne en tant que vassal de Sweyn. En pratique, le Danemark est devenu la puissance dominante en Scandinavie. Cette victoire à Svolder marque un tournant. Sweyn n'est plus seulement roi du Danemark, il est désormais le souverain d'un empire nordique naissant. Et ses yeux se tournent vers une proie encore plus riche, l'Angleterre. Pour comprendre la facilité avec laquelle Sweyn conquiert l'Angleterre en 1013, il faut d'abord comprendre l'état lamentable dans lequel se trouve le royaume sous le règne d'Ethelred II, surnommé l'Unready, mal conseillé. Ethelred accède au trône en 978, à l'âge de 12 ans seulement, après l'assassinat de son demi-frère Édouard le Martyr. Cette accession controversée entache son règne dès le départ. Beaucoup de nobles anglais n'acceptent jamais vraiment sa légitimité et l'Église transforme rapidement Édouard en saint martyr, un reproche vivant contre Ethelred. Le surnom Unready ne signifie pas non préparé, comme on le traduit souvent en français, mais mal conseillé. C'est un jeu de mots cruel en vieil anglais. Son nom, Ethelred, signifie noble conseil, tandis que Unred signifie mauvais conseil. Les Anglais de l'époque se moquent ainsi de leur roi en disant qu'un homme nommé noble conseil ne sait pas s'entourer de bons conseillers. Dans les années 980, les raids vikings reprennent après plusieurs décennies de paix relative. Hampshire, Thanet et le Cheshire sont attaqués en 980.
le Devon et les Cornouailles en 981, le Dorset en 982. Ces premières attaques ne sont que les prémices d'un cauchemar qui s'aggravera pendant plus de 30 ans. En 991, une flotte danoise massive arrive sur les côtes anglaises. Elle remonte la rivière Blackwater et affronte l'armée anglaise à Maldon, dans l'Essex. La bataille de Maldon devient légendaire. Lealdorman Byrhtnoth mène les Anglais avec un courage héroïque, mais commet une erreur fatale. Par fierté, il permet aux Vikings de traverser la chaussée pour combattre sur un terrain équitable. Les Danois massacrent les Anglais. Byrhtnoth meurt au combat et son armée est décimée. Face à cette catastrophe, Ethelred et ses conseillers prennent une décision qui entre à l'Angleterre pour les 25 années suivantes. Ils décident de payer les Vikings pour qu'ils s'en aillent. En 991, Ethelred verse 10 000 livres d'argent aux Danois. C'est le premier Danegeld, littéralement l'argent des Danois, une somme colossale. Le Danegeld n'est pas une invention d'Ethelred. Alfred le Grand et d'autres rois avant lui avaient utilisé cette stratégie. Même Charles le Chauve en France avait payé des tributs aux Vikings. Dans l'esprit des conseillers d'Ethelred, c'est un moindre mal. Mieux vaut payer que de voir le royaume dévasté et ses monastères pillés. Mais le Danegeld crée un précédent désastreux. Les Vikings comprennent rapidement qu'il suffit de menacer l'Angleterre pour être payés. En 994, une nouvelle flotte arrive, menée par Olaf Tryggvason et Sweyn Forkbeard eux-mêmes. Ethelred verse 16 000 livres d'argent. En 1002, après une nouvelle vague de raids, il paie 24 000 livres. En 1007, la somme atteint 36 000 livres. En 1012, ce sont 48 000 livres qui quittent les coffres anglais. Au total, entre 991 et 1018, l'Angleterre paiera plus de 200 000 livres d'argent aux Vikings. Ces paiements épuisent le trésor royal et écrasent la population sous les impôts. Pire encore, ils enrichissent les chefs vikings et leur permettent de financer de nouvelles expéditions. L'Angleterre se retrouve prise dans un cercle vicieux. Plus elle paie, plus les raids s'intensifient. Ethelred tente désespérément de stabiliser la situation. En 1002, il épouse Emma, la fille du duc Richard II de Normandie, espérant que cette alliance empêchera les Vikings d'utiliser la Normandie comme base pour leurs raids. Mais rien n'y fait. Les attaques continuent. En novembre 1002, Ethelred prend la décision la plus catastrophique de son règne. Informé d'un supposé complot danois pour l'assassiner, il ordonne le massacre de tous les Danois vivant en Angleterre. C'est le massacre de la Saint-Brice, du nom du saint fêté le 13 novembre. Il est peu probable qu'Ethelred ait ordonné un génocide total de tous les Danois, car des milliers d'entre eux vivent depuis des générations dans le Danelaw, le nord et l'est de l'Angleterre, sous contrôle danois. L'ordre vise probablement les mercenaires danois récemment arrivés et les colons suspects. Mais le massacre est brutal. À Oxford, des Danois sont brûlés vifs dans l'église de Saint Fridzwide où ils s'étaient réfugiés. En 2008, des archéologues découvrent une fosse commune contenant 37 squelettes masculins, tous jeunes, portant des traces de blessures violentes infligées par derrière, comme s'ils avaient tenté de fuir. Parmi les victimes se trouve peut-être Gunhild, que certaines sources identifient comme la sœur de Sweyn Forkbeard. Elle était mariée à Palig Tokesen, un Ealdorman danois au service d'Ethelred qui avait trahi le roi. Les historiens débattent encore de l'existence réelle de Gunhild, car elle n'apparaît dans aucune source contemporaine et n'est mentionnée que plus d'un siècle plus tard par Guillaume de Malmesbury. Mais que Gunhild ait été sa sœur ou non, une chose est certaine, le massacre de la Saint-Brice met Sweyn dans une rage meurtrière. En 1003, Sweyn Forkbeard débarque en Angleterre à la tête d'une armée massive. Ce ne sont plus des raids ordinaires, c'est une campagne de représailles systématique. Sweyn ne cherche pas seulement à piller, il veut punir, terroriser, briser la volonté de résistance anglaise. Ses forces ravagent le Wessex, le cœur du royaume anglais. Exeter, l'une des villes les plus fortifiées du sud-ouest, est attaquée et pillée. Wilton est détruite. La chronique anglo-saxonne, normalement sobre dans ses descriptions, utilise des termes terrifiants pour décrire ces attaques. Les Vikings brûlent les villages, tuent ou réduisent en esclavage les habitants, volent le bétail, détruisent les récoltes. Mais en 1005, une famine frappe l'Angleterre, forçant Sweyn à retourner au Danemark. Même les Vikings ne peuvent piller un pays affamé. Cette interruption donne à Ethelred un répit temporaire, mais la situation empire en 1006. Cette année-là, une nouvelle flotte viking arrive, possiblement sous le commandement de Thorkel le Grand, un chef viking qui deviendra un personnage central dans cette histoire. Les raids de 1006-1007 sont les plus dévastateurs jusqu'alors.
La chronique anglo-saxonne déclare avec désespoir « La colère de Dieu fait rage contre nous avec une sauvagerie croissante ». En 1007, Ethelred paie 36 000 livres d'argent pour acheter la paix. 3 ans plus tard, en 1009, Thorkel le Grand revient avec une armée encore plus grande. Pendant 3 ans, de 1009 à 1012, ses forces terrorisent l'Angleterre. Elles campent sur l'île de Wight et lancent des raids dans toutes les directions. Canterbury, la capitale religieuse de l'Angleterre, est capturée en 1011. L'archevêque Elfea est pris en otage. Les Vikings demandent une rançon de 3000 livres pour l'archevêque. Elfea refuse de permettre que son peuple soit taxé pour le racheter. En avril 1012, lors d'un festin arrosé, les Vikings saoulent le massacre en lui lançant des os de bœuf et des crânes de bétail. L'un d'eux, pris de pitié, lui donne le coup de grâce avec le dos d'une hache. Ce meurtre brutal d'un homme de Dieu choque même Thorkel le Grand, qui change de camp et passe au service d'Ethelred. En 1012, Ethelred verse encore 48 000 livres aux Danois. C'est la somme la plus élevée jamais payée. Mais l'argent ne suffit plus. L'Angleterre est épuisée, saignée à blanc par les impôts, démoralisée par des décennies de raids. Les nobles ne font plus confiance à leur roi. L'armée anglaise, composée surtout de milices locales et de mercenaires, est incapable de résister efficacement aux Vikings professionnels. Dans cet état de faiblesse extrême, Sweyn Forkbeard comprend que le moment est venu. L'Angleterre est mûre pour la conquête. Il ne s'agit plus de raids pour du butin. Il va prendre le royaume entier. L'été 1013 marque un tournant dans l'histoire anglaise. Sweyn Forkbeard assemble une flotte imposante au Danemark. Avec lui voyage son fils cadet, Knut, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui observe attentivement les méthodes de son père. Ce que Knut apprend pendant cette campagne lui servira quand il reviendra conquérir l'Angleterre 3 ans plus tard. Avant août 1013, la flotte de Sweyn arrive à Sandwich, sur la côte du Kent. C'est le point de débarquement classique pour les invasions depuis le continent. Mais Sweyn ne commet pas l'erreur de marcher directement vers Londres. Au lieu de cela, il fait quelque chose de brillant et d'inattendu. Il fait voile vers le nord. Sa flotte remonte la côte est, entre dans l'estuaire de la Humber et remonte la rivière Trun jusqu'à Gainsborough, un port fluvial du Lincolnshire. Ce choix stratégique est génial. Gainsborough se trouve au cœur du Danelaw, les territoires du nord et de l'est de l'Angleterre, où vivent de nombreux descendants des Vikings installés au IXe siècle. Ces populations dano-anglaises ont gardé leur tradition nordique. Beaucoup parlent encore la langue nordique. Ils n'ont aucune loyauté particulière envers Ethelred et la dynastie du Wessex. La réaction est immédiate. L'Earl Uhtred de Northumbrie, l'un des plus puissants nobles du Nord, se soumet à Sweyn sans combattre. Toute la Northumbrie suit. Le royaume de Lindsey se rend. Les 5 boroughs, les 5 bourgs, 5 villes fortifiées du Danelaw, Lincoln, Nottingham, Derby, Leicester et Stamford ouvrent leurs portes. Sweyn vient de conquérir la moitié nord de l'Angleterre en quelques jours, sans livrer une seule bataille. C'est une victoire psychologique autant que militaire. Les populations du Danelaw voient en Sweyn non pas un conquérant étranger, mais un roi scandinave légitime qui vient les libérer du joug du Sud. Laissant son fils Knut à Gainsborough, avec une partie de l'armée pour sécuriser sa base, Sweyn marche vers le sud avec le reste de ses forces. Il traverse Watling Street, l'ancienne route romaine qui sépare traditionnellement l'Angleterre anglo-saxonne du Danelaw. Il entre en territoire hostile, celui du Wessex, le cœur du royaume d'Ethelred. Mais là encore, la résistance s'effondre sans combat. Oxford, l'une des villes les plus importantes du sud, se rend immédiatement. Winchester, l'ancienne capitale du Wessex et siège du trésor royal, capitule sans tirer une flèche. Les nobles du Wessex, voyant que le nord est tombé et que leur roi semble incapable de les défendre, préfèrent se soumettre plutôt que de voir leurs terres dévastées. Une seule ville résiste, Londres. C'est là qu'Ethelred s'est réfugié avec ce qui reste de son armée. Et, ironie suprême, la ville est défendue par Thorkel le Grand, le chef viking, qui était entré au service d'Ethelred l'année précédente après le meurtre de l'archevêque Elfea. Sweyn attaque Londres. Les chroniques ne donnent pas de détails précis sur cette attaque, mais elle échoue. Les défenses de Londres, renforcées par Thorkel et ses vikings professionnels, tiennent bon. Sweyn ne peut prendre la ville, qu'à cela ne tienne. Plutôt que de s'enliser dans un siège coûteux, Sweyn contourne Londres et marche vers le sud-ouest. Il ravage le reste du Wessex méthodiquement. Bath se rend. La région de Somerset capitule. Partout, les Thegns et les Earls anglais viennent prêter serment de fidélité au roi danois. Face à ce déluge de soumission, les défenseurs de Londres comprennent qu'ils se battent pour une cause perdue.
Toute l'Angleterre, sauf Londres, reconnaît maintenant Sweyn comme roi. Continuer à résister ne fera qu'attirer la vengeance du Danois sur la ville. Les nobles londoniens envoient des otages à Sweyn pour négocier leur soumission. Ils lui paient un tribut et lui jurent fidélité. Ethelred comprend qu'il a perdu. Il n'a plus d'armée, plus de soutien, plus d'espoir. Fin décembre 1013, il s'enfuit avec sa famille. Il se réfugie d'abord sur l'île de Wight, puis traverse la Manche pour rejoindre la Normandie, où sa femme Emma et ses enfants se sont déjà réfugiés auprès de son beau-frère, le duc Richard II. Le jour de Noël 1013, Sweyn Forkbeard est proclamé roi d'Angleterre. Il a conquis le royaume en moins de 5 mois, dont seulement quelques semaines de campagne active. C'est l'une des conquêtes les plus rapides et les plus complètes de l'histoire médiévale. Comment a-t-il réussi cet exploit ? Plusieurs facteurs expliquent cette victoire fulgurante. D'abord, sa stratégie, commencée par le Danelaw, lui assure une base solide et des troupes fraîches. Ensuite, la terreur. Sa réputation de brutalité précède ses armées et les villes préfèrent se rendre plutôt que d'affronter sa colère. Enfin et surtout, la faiblesse d'Ethelred. Après 35 ans de règne désastreux, le roi anglais a perdu toute crédibilité auprès de ses nobles et de son peuple. Personne n'est prêt à mourir pour le défendre. Sweyn Forkbeard est désormais roi de 3 royaumes, le Danemark, la Norvège, qu'il contrôle via ses vassaux, et l'Angleterre. Il règne sur un empire maritime qui préfigure celui de son fils Knut. Mais la providence ou le destin, ou simplement le hasard, va lui refuser le temps de consolider sa victoire. À Noël 1013, Sweyn établit sa cour à Gainsborough, sa base d'invasion. Il commence à organiser son nouveau royaume. Des messagers partent dans toutes les directions pour confirmer les nobles dans leur position, recevoir de nouveaux serments de fidélité, établir l'administration danoise. Sweyn nomme des représentants pour gouverner les différentes régions. Il commence à percevoir les taxes et les tributs. Les chroniques anglaises donnent peu de détails sur ces 40 jours de règne. C'est compréhensible. Les moines qui écrivent la chronique anglo-saxonne ne sont guère enthousiastes de documenter la victoire d'un conquérant païen sur leur roi chrétien. Pour eux, Sweyn n'est qu'un usurpateur brutal, et moins ils en disent sur lui, mieux c'est. Mais on peut reconstituer certains éléments. Sweyn doit gérer une situation complexe. Le sud de l'Angleterre l'accepte par peur et calcul, pas par loyauté. Les nobles anglais gardent leurs positions et leurs terres en échange de leur soumission, mais ils espèrent secrètement le retour d'Ethelred. Sweyn doit montrer à la fois sa force pour dissuader toute rébellion et sa clémence pour gagner l'acceptation de ses nouveaux sujets. Dans le nord, la situation est différente. Le Danelaw l'a accueilli comme un libérateur. Ces populations dano-anglaises voient en lui un roi qui comprend leurs traditions et respecte leur culture. Pour eux, Sweyn représente la fin de la domination du Wessex et le retour d'un ordre nordique. Son fils Knut reste à Gainsborough, apprenant l'art de gouverner. Sweyn commence probablement à lui déléguer certaines responsabilités. Le jeune prince observe comment son père équilibre fermeté et diplomatie, comment il utilise la carotte et le bâton pour maintenir l'ordre. Sweyn doit aussi gérer ses relations avec le Danemark et la Norvège. Gouverner 3 royaumes simultanément représente un défi logistique immense, à une époque où les communications dépendent de bateaux traversant la mer du Nord en hiver. Des messages doivent constamment aller et venir entre Gainsborough et le Danemark pour maintenir la cohésion de l'empire naissant. Mais Sweyn n'aura pas le temps de résoudre ces défis. Le 3 février 1014, à peine 6 semaines après sa proclamation comme roi d'Angleterre, il meurt brutalement à Gainsborough. Il a environ 50 ans, un âge respectable pour l'époque, mais sa mort reste soudaine et inattendue. Les circonstances exactes de sa mort varient selon les sources. Certaines chroniques affirment qu'il est mort d'apoplexie, ce que nous appellerions aujourd'hui un accident vasculaire cérébral. D'autres rapportent qu'il est tombé de son cheval, se brisant le cou ou mourant de ses blessures internes. Une version plus tardive, clairement légendaire, raconte que Saint Edmund, le roi martyr tué par les Vikings au IXe siècle, serait revenu d'entre les morts pendant la nuit de la Chandeleur et aurait tué Sweyn avec une lance en guise de vengeance divine. Cette dernière histoire est évidemment une invention pieuse des moines anglais, désireux de voir dans la mort de Sweyn un châtiment divin pour avoir conquis un royaume chrétien. Mais elle révèle à quel point les Anglais détestaient et craignaient Sweyn, au point de créer des légendes sur sa mort pour se convaincre que Dieu lui-même avait puni le conquérant danois. La mort de Sweyn provoque une crise de succession immédiate. Son fils aîné Harald hérite du Danemark. Mais pour l'Angleterre, la situation est confuse.
L'armée danoise à Gainsborough proclame Knut roi d'Angleterre. Le jeune prince n'a qu'une vingtaine d'années et peu d'expérience. Face à lui, les nobles anglais voient une opportunité. Dès que la nouvelle de la mort de Sweyn atteint la Normandie, les nobles anglais envoient des messagers à Ethelred. Ils lui demandent de revenir, mais posent des conditions. Il doit gouverner plus justement qu'avant et punir ceux qui avaient collaboré avec les Danois. Ethelred accepte et traverse la Manche au printemps 1014. Knut, inexpérimenté et sans le prestige de son père, ne peut tenir tête aux Anglais qui se rallient à Ethelred. Il prend ses navires et retourne au Danemark avec son armée, abandonnant l'Angleterre. La conquête de son père s'effondre en quelques mois. Mais ce n'est qu'une pause. Knut n'oublie pas l'Angleterre. Il passe l'année suivante à préparer son retour. En 1015, il revient avec une armée encore plus grande. Cette fois, il ne commet pas les erreurs de jeunesse. Il a appris les leçons que son père lui a enseignées pendant la campagne de 1013. Knut mène une guerre de reconquête brutale et efficace. Il bat les armées d'Ethelred, puis celles d'Edmund sans Haute de Fer, le fils d'Ethelred. Quand Ethelred meurt en avril 1016, Edmund continue le combat. Mais en novembre 1016, Edmund meurt aussi, dans des circonstances mystérieuses. Certains disent qu'il est mort de ses blessures de guerre, d'autres murmurent qu'il a été assassiné. Avec la mort d'Edmund, Knut devient roi d'Angleterre incontesté. Il règne de 1016 à 1035. En 1018, son frère Harald meurt et Knut hérite aussi du Danemark. En 1028, il conquiert la Norvège. À son apogée, Knut règne sur un empire de la mer du Nord qui englobe l'Angleterre, le Danemark, la Norvège et des parties de la Suède. C'est le plus grand empire nordique de l'histoire. Sans Sweyn, rien de cela n'aurait été possible. C'est Sweyn qui a prouvé que l'Angleterre pouvait être conquise. C'est Sweyn qui a établi les alliances dans le Danelaw qui permettront à Knut de revenir. C'est Sweyn qui a brisé la résistance psychologique des Anglais, démontrant que leur roi et leur royaume n'étaient pas invincibles. Les descendants de Sweyn continuent à régner pendant des générations. Ses fils Harald II et Knut sont rois. Ses petits-fils Harold Harfoot et Harthacnut continuent la lignée. Sa fille, Estrid Svensdatter, donne naissance à Sweyn II de Danemark. La famille royale danoise actuelle descend directement de Sweyn Forkbeard, une lignée ininterrompue depuis plus de 1000 ans. L'impact de Sweyn sur l'Angleterre dépasse largement ses 5 semaines de règne. Sa conquête de 1013 démontre qu'un conquérant déterminé peut renverser le royaume anglais en quelques semaines s'il exploite intelligemment les divisions internes et frappe au bon moment. Cette leçon n'est pas perdue. 53 ans plus tard, en 1066, Guillaume de Normandie débarque en Angleterre. Guillaume est le petit-neveu d'Emma de Normandie, l'épouse d'Ethelred. Après la mort d'Ethelred, Emma a épousé Knut, le fils de Sweyn. Guillaume connaît donc intimement l'histoire de la conquête danoise. Il étudie les méthodes de Sweyn, établir une base solide, exploiter les divisions locales, frapper rapidement avant que l'ennemi ne puisse se réorganiser. Mais contrairement à Sweyn, Guillaume doit livrer une bataille décisive. À Hastings, il écrase l'armée du roi Harold Godwinson et tue le roi anglais. Cette bataille lui ouvre la route de Londres. Comme Sweyn, il force les nobles anglais à se soumettre un par un. En quelques mois, Guillaume contrôle l'Angleterre, achevant ce que Sweyn avait commencé en 1013. La conquête de 1066 est donc, en un sens, l'aboutissement de ce que Sweyn avait initié. Les deux conquêtes suivent le même schéma. Un envahisseur scandinave, Guillaume est un descendant de vikings normands, exploite la faiblesse d'un royaume anglais divisé pour s'emparer du trône en quelques mois. La principale différence est que Guillaume survit et peut consolider sa conquête, alors que Sweyn meurt trop tôt. Au-delà des conquêtes et des batailles, qui était Sweyn Forkbeard en tant qu'homme? Les sources historiques le dépeignent sous différents angles, parfois contradictoires, reflétant les préjugés de ceux qui écrivent sur lui. Adam de Brême, le chroniqueur allemand, déteste Sweyn. Pour lui, c'est un païen rebelle qui a trahi son père chrétien, persécuté les évêques allemands et rejeté la vraie foi. Adam écrit que Sweyn a été puni par Dieu pour son parricide et qu'il a dû errer en exil pendant 14 ans. Cette vision négative reflète les intérêts de l'archevêché de Brême, qui voulait contrôler l'Église scandinave et voyait Sweyn comme un obstacle. En revanche, les sagas islandaises et Saxo Grammaticus, un historien danois du XIIe siècle, présente Sweyn sous un jour plus favorable. Saxo affirme que le peuple danois haïssait Harald Bluetooth pour avoir imposé le christianisme, mais adorait Sweyn pour avoir rejeté cette religion étrangère. Selon Saxo, Sweyn était bien plus populaire que son père,
Autant le peuple avait haï Harald, autant il aimait Sweyn. Les sources racontent que Sweyn était particulièrement aimé des femmes qui collectèrent 3 fois des bijoux en or et en argent pour payer sa rançon lorsqu'il fut capturé. En retour, Sweyn donna aux femmes danoises le droit légal d'hériter, un progrès social remarquable pour l'époque. L'encomium Emae, une chronique en l'honneur de l'épouse d'Ethelred puis de Knut, affirme que les hommes de Sweyn étaient prêts à traverser le feu et l'eau pour lui, et qu'aucun d'eux ne reculait devant le danger par peur de la mort, mais affrontait bravement n'importe quel péril par loyauté envers leur roi. Cette description suggère que Sweyn était un chef charismatique qui inspirait une loyauté farouche à ses guerriers. Dans la culture viking, cette loyauté était la marque d'un grand roi. Un chef qui ne pouvait retenir ses hommes n'était pas digne de commander. Sur le plan religieux, la position de Sweyn reste ambiguë. Baptisé chrétien dans son enfance, il a clairement rejeté la version du christianisme imposée par son père, celle qui venait d'Allemagne et qui renforçait l'influence germanique au Danemark. Mais cela ne fait pas nécessairement de lui un païen convaincu. Plusieurs sources indiquent qu'il construisit des églises au Danemark, notamment à Lund et à Roskilde. Il recruta des prêtres et des évêques anglais plutôt qu'allemands pour servir dans son royaume. Cette préférence pour le clergé anglais avait probablement une dimension politique. En s'alignant sur l'Église anglaise plutôt qu'allemande, Sweyn affirmait son indépendance vis-à-vis du Saint-Empire romain germanique. Il utilisait la religion comme outil de politique étrangère, une pratique courante à l'époque. Physiquement, nous savons peu de choses sur Sweyn. Son surnom, Forkbeard, barbe fourchue, suggère qu'il portait sa barbe divisée en 2 longues pointes, un style qui était à la mode parmi l'élite viking de son époque. Des siècles plus tard, Édouard le Confesseur portera le même style, montrant que cette mode s'est répandue. La barbe fourchue n'était pas juste une question d'esthétique, c'était un symbole de statut et de pouvoir. Sa personnalité combinait apparemment audace militaire et prudence stratégique. Sa rébellion contre son père montre son ambition et son absence de scrupules. Sa victoire à Svolder démontre son talent pour forger des alliances et piéger ses ennemis. Sa conquête de l'Angleterre révèle un stratège brillant qui comprend l'importance de la psychologie dans la guerre. Sweyn savait quand frapper et où frapper. Son choix de débarquer dans le Danelaw plutôt qu'à Londres montre une compréhension fine de la géographie politique de l'Angleterre. Sa décision de contourner Londres plutôt que de s'enliser dans un siège montre sa flexibilité tactique. Sa capacité à obtenir la soumission rapide des nobles anglais révèle son habileté diplomatique. Mais il était aussi brutal. Les chroniques anglaises décrivent ses raids de 1003-1005 comme terrifiants. Il n'hésitait pas à brûler des villes, massacrer des populations, réduire des captifs en esclavage. Cette brutalité n'était pas inhabituelle pour l'époque, mais même selon les standards vikings, Sweyn avait une réputation de dureté. Sweyn Forkbeard meurt le 3 février 1014 à Gainsborough, après seulement 40 jours comme roi d'Angleterre. Son corps est d'abord enterré en Angleterre, mais sera plus tard transféré à la cathédrale de Roskilde au Danemark. Pendant des siècles, sa tombe reste perdue. En 2008, des archéologues danois découvrent des restes humains sous le site d'une ancienne église en bois construite par Harald Bluetooth. Certains pensent que ces ossements pourraient être ceux de Sweyn, mais l'identification reste incertaine. Sa mort brutale prive l'histoire d'une expérience fascinante. Si Sweyn avait vécu encore 10 ou 20 ans, aurait-il pu unifier durablement l'Angleterre, le Danemark et la Norvège en un seul empire? Aurait-il réussi là où son fils Knut réussira temporairement, créant un empire de la mer du Nord qui aurait pu changer le cours de l'histoire européenne? Nous ne le saurons jamais. Mais ce que nous savons, c'est que Sweyn Forkbeard a réalisé quelque chose d'extraordinaire. En 5 semaines, avec une stratégie brillante et une compréhension aiguë des faiblesses de son ennemi, il a conquis l'un des royaumes les plus riches et les plus puissants d'Europe. Aucun autre conquérant avant lui n'avait réussi à renverser l'Angleterre si rapidement et si complètement. Sa conquête, bien qu'éphémère, a prouvé que c'était possible. Elle a tracé la voie que son fils Knut suivra avec succès 3 ans plus tard. Elle a démontré les techniques qui permettront à Guillaume le Conquérant de triompher en 1066. En ce sens, Sweyn est le véritable précurseur de la conquête normande, l'homme qui a montré comment briser le royaume anglais. L'ironie finale de l'histoire de Sweyn est que son plus grand ennemi, Ethelred l'Unready, lui survit de 2 ans. Ethelred meurt en avril 1016, épuisé par des décennies de guerre et de défaites. Il laisse un royaume en ruine à son fils Edmund. Moins d'1 an plus tard, Edmund est mort aussi, et Knut, le fils de Sweyn, règne sur toute l'Angleterre.
le parricide qui avait tué son père pour s'emparer du trône danois, le guerrier qui avait vaincu Olaf Tryggvason à Svolder, le conquérant qui avait brisé l'Angleterre en 5 semaines, Sweyn Forkbeard n'est aujourd'hui qu'une note de bas de page dans la plupart des livres d'histoire. Son règne anglais de 40 jours est trop bref pour laisser une trace profonde dans les chroniques. Mais ceux qui étudient attentivement l'histoire savent la vérité. Sans Sweyn, il n'y aurait pas eu d'empire de Knut. Sans Sweyn, Guillaume de Normandie n'aurait peut-être jamais osé traverser la Manche. Sans Sweyn, l'histoire de l'Angleterre et de l'Europe du Nord aurait été radicalement différente. Sweyn Forkbeard était plus qu'un viking brutal. C'était un stratège brillant, un chef charismatique, un homme qui comprenait que la guerre se gagne autant dans les esprits que sur les champs de bataille. Sa conquête de l'Angleterre en 1013 reste l'une des campagnes militaires les plus rapides et les plus efficaces de l'histoire médiévale. 40 jours seulement. C'est tout le temps qu'il a eu pour savourer sa victoire. Mais ces 40 jours ont suffi pour changer le cours de l'histoire. Et 1000 ans plus tard, nous nous souvenons encore de Sweyn Forkbeard, le viking qui a conquis l'Angleterre en 5 semaines.